Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre patience et désolé pour ces petits problèmes techniques multiples. Au moins, on en a tous, comme ça, il n'y a pas de coupable désigné. On est vraiment très heureux de vous accueillir pour cette troisième assemblée générale d'un bout des médias, mais deuxième assemblée générale qu'on tient entièrement en ligne. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir ces assemblées générales qui puissent se tenir pas seulement d'un point de vue physique, mais qui puisse aussi se tenir en ligne parce que ça permet de toucher l'ensemble de nos adhérents et l'ensemble des bénévoles et l'ensemble des membres d'un bout des médias qui se situent un peu partout en France. Comme vous allez le voir, on a prévu 2 heures et demie pour cette assemblée générale parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à vous présenter. On a fait beaucoup de choses au cours de la dernière année. Il y a eu beaucoup de missions qui se sont déroulées dans le cadre de la mission plaidoyer. On y reviendra longuement avec Daphné notamment, avec quand même cette actualité qui est très lourde et très chargée dans le secteur des médias. Je pourrais rappeler ce qui s'est passé à la fin du printemps, au début de l'été, autour du journal du dimanche. Mais bon, vous avez la rédaction de la Provence qui est en grève depuis seulement quelques jours et vous verrez les multiples actions qu'on a pu mener. Je suis extrêmement contente et heureuse euh, qu'on ait aujourd'hui de tous les participants, mais aussi l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'association. J'en citais que quelques-uns, mais merci. Vous avez vu Romary, bien sûr, et vous avez vu Laure, qui sont vraiment des piliers qui permettent à l'association de tenir depuis le début parmi les administrateurs. Merci à Florence, merci à Jean-Christophe, merci à Micheline, merci à Cécile. Maintenant que je me mets à les énumérer, les énumérer un par un, j'espère que j'en manque pas trop. Merci aussi à toutes les équipes d'Agathe qui rendent bien sûr à chaque fois ces AG possibles, sinon ça serait quand même beaucoup plus compliqué. Et merci aussi d'un point de vue technique à Assen et à toutes ces équipes. Voilà, vous entendrez, Jérémy aujourd'hui va modérer le chat. Loïc va présenter aussi une partie des actions qui ont été menées. Il y a Sarah parmi les administrateurs. Enfin, ça montre la richesse. Notre équipe, elle s'étoffe. Vous allez voir aussi là avec la question de l'élection de nouveaux administrateurs. Notre équipe s'étoffe. Mais notre travail aussi devient de plus en plus complexe parce que la situation dans le secteur des médias ne se simplifie pas. On aura l'occasion de vous parler non seulement des états généraux de l'information, mais aussi des états généraux de la presse indépendante et de ce qu'on va faire, nous, dans ce cadre-là. Donc voilà, et puis surtout, ce temps-là d'AG, c'est un temps d'échange. On va prendre des questions, on veut échanger avec vous. Alors, on essaie régulièrement de faire, on a essayé de le tenir à peu près tous les 2 mois, des réunions en ligne avec les adhérents pour répondre aux questions. Mais voilà, c'est l'occasion d'avoir encore davantage d'adhérents et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à un moment ou à un autre. Donc, merci beaucoup de participer. Et je donne la parole à Romary pour la suite des événements. Et moi, je reste là, bien sûr, tout le temps, mais je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous présenter notamment un certain nombre d'interventions qu'on a fait directement pour venir en aide aux médias au cours des derniers mois. Désolé, Voilà. comme ça. Oui, alors j'espère que vous m'entendez. Donc, la première partie où on va parler des activités qui ont été faites, comme l'a dit Julia, un très rapide survol de ce qu'on a fait en 2022, mais surtout ce qui s'est fait depuis la dernière AG, qui n'était pas dans les documents, puisque c'est l'AG pour l'année 2022, mais on en profite pour vous donner d'autres informations. Et puis après, il y a tous les aspects plus techniques et administratifs, mais qui sont néanmoins nécessaires, les statuts, le rapport financier, les comptes, et puis les élections, et enfin le vote sur les cotisations et les pouvoirs. Donc, je commence sur les activités. Vous aurez, Julia l'a déjà annoncé, 2022. Daphné nous parlera du plaidoyer, ce qui s'est fait depuis la dernière AG, notamment en 2023. Et comme vous le verrez, il se passe beaucoup de choses. Loïc vous parlera d'une nouveauté auquel nous participons. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous participons de l'Observatoire des atteintes de la liberté de la presse. Nous avons eu une action assez forte de sensibilisation avec une stagiaire, Anouk Guillard, qui prendra la parole pour nous expliquer. Je vous parlerai des animations qui ont été faites des différents
synthèse de toutes les conférences qui ont été faites. Et enfin, Julien nous parlera d'une action sur les aides aux médias. Donc l'année dernière, en 2022, il n'a échappé à personne que c'était une année électorale. Donc le plaidoyer a beaucoup fonctionné autour de cette année électorale, sur lequel ont été rédigées un certain nombre de propositions. Daphné vous en reparlera tout à l'heure. Et nous avons effectué aussi une comparaison sur le sujet des médias des différents candidats. Vous retrouverez tout le détail dans le document, le rapport d'activité auquel vous avez pu avoir accès, auquel vous avez toujours accès d'ailleurs, 2022. Dans les présentations et les différentes animations, il y a eu un temps très fort qui était l'université d'automne, avec plusieurs tables rondes, un atelier participatif, un atelier où des chercheurs sont venus présenter leurs travaux autour des médias. Et d'une façon plus générale, il y a eu un certain nombre de tables rondes. J'en cite que 2, mais j'en citerai d'autres tout à l'heure. Une table ronde importante à l'école de journalisme à Bordeaux sur l'information en province, et à Bruxelles sur l'EMFAL, European Media Freedom Act, qui est en cours de discussion. D'ailleurs, la discussion n'est pas terminée, et qui est un sujet extrêmement important pour l'avenir des réglementations en Europe sur les médias. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Daphné. Daphné, si tu veux bien ouvrir ton micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Daphné, c'est bon. Super. Et du coup, merci Romary, comme tu l'as dit, je vais faire un bref retour sur ce qu'on a pu faire au sein du pôle plaidoyer depuis la précédente AG, et particulièrement pendant l'année 2023. Mais je me disais que c'était important pour resituer de réexpliquer ce qu'était le pôle plaidoyer, pourquoi il avait été créé et ce qu'on faisait au quotidien. Donc d'abord, le pôle plaidoyer, pourquoi est-ce qu'on a créé ce pôle donc, 1 an après la création de l'association, et donc là, c'est sa 3e année d'existence et d'activité. Tout d'abord et tout simplement, un objectif très simple, changer la loi. Parce qu'on se rend compte que, évidemment, Julia l'a rappelé, avec les différentes situations dans lesquelles les journalistes et les rédactions sont plongés, le cadre législatif est clairement pas à la hauteur, et donc il faut faire changer tout ça. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de faire en sorte que le sujet de l'indépendance des médias soit un sujet d'ampleur et quasi prioritaire dans le débat public, même s'il y a beaucoup d'enjeux qui le sont. Il faut faire en sorte qu'on parle de ce sujet et que les acteurs publics se positionnent sur ce sujet. Et un troisième objectif, peut-être moins important, mais qui l'est quand même, c'est de placer notre association au cœur de l'écosystème associatif qui travaille autour du sujet des médias. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce pôle. Et pour remplir ces objectifs, on a globalement 3 axes d'action qui sont sur la slide d'après, que je ne sais pas comment changer, désolée. Je ne sais pas comment on fait. C'est possible de passer à la slide d'après? Merci beaucoup. Et du coup, on est sur 3 modes d'action principaux que je vous rappelle ici, et puis ça va être le plan de présentation des actions qu'on a faites en 2023. Donc d'abord, on a plein d'actions de sensibilisation qui visent à interpeller les pouvoirs publics sur la base des propositions qu'on a élaborées en 2022, donc nos 5 grandes propositions médias 2022 pour l'indépendance des médias. Ensuite, on a tout un rôle de participation très concrète aux travaux et législatifs et réglementaires, donc du côté du Parlement et de l'exécutif, pour faire en sorte que ces propositions, elles ne restent pas de simples propositions théoriques qu'on formule, mais qu'elles deviennent vraiment normatives, qu'elles soient inscrites soit dans la loi, soit dans des décrets. Et puis le troisième mode d'action qu'on a, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation citoyenne qui se crée autour de nos propositions de plaidoyer. Et donc pour ça, on a noué des partenariats avec d'autres associations qui travaillent sur le sujet des médias pour promouvoir nos actions communes et faire en sorte que nos objectifs communs puissent émerger plus facilement. Donc du coup, on peut passer à la slide suivante pour que je parle de ce premier objectif. Qu'est-ce qu'on a fait en 2023 pour sensibiliser et interpeller les pouvoirs publics? D'abord, on a continué de promouvoir nos propositions pour protéger l'indépendance des médias.
Vous les voyez sur la slide si vous nous rejoignez depuis peu, peut-être que vous les découvrez. Et pour les plus anciens, je pense que vous les connaissez bien parce que je vous les représente à chaque fois. Mais donc, c'est nos 5 grandes propositions qui feraient en sorte d'avoir un cadre plus protecteur de l'indépendance des médias, sachant qu'on a rajouté une dernière proposition l'année dernière qui concerne le financement de l'audiovisuel public suite au contexte de suppression de la redevance. Donc ça, c'est les propositions que l'on défend. Et donc pour les porter auprès des pouvoirs publics, vous allez voir sur la slide suivante qu'on a mené pas mal d'actions auprès des acteurs publics pour faire en sorte que ces propositions soient mises en œuvre. Qu'on a d'abord, alors elles ne sont pas du tout dans l'ordre chronologique, j'ai juste mis des idées et puis c'est pas toujours, c'est pas la totalité des actions qu'on a menées, mais ce sont les actions qui me paraissaient les plus importantes. Donc on a mené 7 appels aux parlementaires dans le contexte de cette grève qui a concerné les journalistes du Journal du Dimanche qui se sont vus imposer un directeur de la rédaction. Donc nous, ce qu'on a fait au sein du plaidoyer, c'est qu'on a rédigé un appel aux parlementaires pour qu'ils s'engagent à mener une réforme pour que les rédactions puissent dire s'ils sont d'accord ou non avec la nomination d'un directeur de rédaction. Ça fait partie de nos propositions. On leur a demandé de se positionner et une quarantaine de parlementaires se sont effectivement engagés en ce sens. Ça, c'était une de nos actions phares dans ce contexte, mais on a aussi eu des rencontres avec des députés, des représentants de l'exécutif, on a fait des actions de sensibilisation auprès d'élus et de militants, et en ce moment, on est en train de finaliser notre contribution aux États généraux de l'information, puisque ce sera un moment important pour nous pour mettre en avant toutes nos propositions de plaidoyer. Ensuite, concernant notre action pour participer concrètement aux travaux législatifs, on a d'abord contribué à une mission à l'Assemblée nationale sur l'éducation aux médias pour faire en sorte que l'indépendance des médias soit traitée dans les séquences d'éducation destinées aux jeunes publics. On a aussi donc dans la continuité de notre appel aux parlementaires, participé à l'élaboration d'une proposition de loi qui justement reprenait la proposition que l'on a défendue. Donc c'est une proposition de loi transpartisane et on espère qu'elle sera mise à l'ordre du jour bientôt, même si ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais c'est un de nos souhaits en ce moment. Et puis, on a proposé des amendements, on a accompagné des équipes parlementaires dans le cadre de la discussion sur le règlement sur la liberté des médias qui est discuté à l'échelle européenne, mais qui a été discuté au Parlement français. Donc, on a accompagné les équipes parlementaires sur ce point. Et enfin, sur notre troisième axe d'action, donc créer la mobilisation citoyenne et agir avec les associations partenaires, c'est sur la slide juste après, vous pourrez voir qu'on a mené pas mal d'actions en partenariat avec d'autres associations. Donc, on a participé à des événements avec des coopératives comme Débacteurs, des associations dont on est proche depuis un moment, Cartooning for Peace par exemple. On a participé au développement d'initiatives conjointes avec d'autres associations, et notamment les États généraux de la presse indépendante, qui se sont constitués au moment du lancement des États généraux de l'information, comme une initiative complémentaire aux États généraux de l'information pour fédérer les forces de plein d'organisations qui concernent les médias et pour porter ensemble nos propositions. Donc nous, on fait partie de cette initiative qui est en train de se constituer et qui va avoir son événement de lancement à la fin du mois. Donc, si vous pouvez venir, c'est avec grand plaisir. Et puis, on a participé à des prises de parole, des publications de contenu pour faire vivre le plaidoyer au quotidien. Donc, voilà pour nos actions en 2023. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Chaque année, le pôle plaidoyer accueille de plus en plus de bénévoles et on en est ravis. On a toujours besoin de personnes pour nous rejoindre. Donc, c'est avec grand plaisir si vous pouvez nous rejoindre. Et c'était la slide d'après, mais c'est pas grave. Et du coup, je passe la parole à Loïc. Bonjour tout le monde. Pareil, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, deux secondes, Loïc. Avant tout le monde, avec les problèmes techniques, j'ai oublié de lancer les votes, donc je vais lancer les votes en même temps que Loïc parle. Oui, soyez pas surpris. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas voté pourront voter à partir de maintenant pendant l'Assemblée générale. Voilà. Merci, Loïc, à toi. D'accord, merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler très rapidement d'un projet qui est en cours de création, en cours de naissance actuellement. Il s'agit de l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, ou OFAL. Vous avez le logo qui vient d'être arrêté en ce moment. On a, avec une douzaine de journalistes à côté, de différentes organisations. Donc il y a des personnes qui sont de
du SNJ, des personnes qui sont du CJM, enfin de différentes structures. On est en train de travailler à la création de bâtir cette structure qui serait l'OFALP pour recueillir, récolter, trier, rendre public différentes atteintes à la liberté de la presse qu'on pourrait constater soit par des témoignages, soit parce que des personnes nous disent avoir vécu, soit qu'on pourrait recenser dans des médias. Évidemment, l'objectif serait de croiser les données, de s'assurer qu'il y a vraiment des atteintes à la liberté de la presse. Et également, deuxième objectif, quand on dit trier, c'est pour faire des catégories et in fine, sur l'objectif de plusieurs années, publier ces informations, publier ces données et voir s'il y a des évolutions dans certains secteurs, dans certaines catégories, ou s'il y a une gravité de l'atteinte à la liberté de la presse qui continue ou qui s'aggrave. J'ai perdu le partage d'écran. Et également de rendre public ces données, donc de rendre public notre tableau, notre base de données avec toutes les atteintes à la liberté de la presse, évidemment en anonymisant le cas échéant au besoin, pour que à la fois des chercheurs ou d'autres personnes de la société civile puissent s'en emparer. On a un objectif également dans la publication annuelle d'un rapport sur l'évolution de l'état de la liberté de la presse, via notre prisme et via ce qu'il y a là. Et voilà, donc c'est encore un projet qui est en cours de création, hein. On l'a lancé on a commencé à travailler dessus en avril-mai dernier, mais bon, vous savez bien, entre le moment où on commence à travailler dessus et le moment où, en effet, le bébé arrive, il y a quand même un petit temps qui s'écoule, mais on vous en dira bien évidemment plus quand on aura plus d'informations et quand on aura plus concrétisé les choses. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Anouk Guillard, qui a été stagiaire et qui va vous expliquer en quoi a consisté son stage. Anouk. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend? Oui, on t'entend, Anouk, il n'y a pas de C'est souci. super. Donc moi, je vais vous présenter c'est pourquoi j'étais en stage et c'est un grand plaisir avec un bout des médias de mi-mai à mi-juin cette année. En fait, mon but, c'était de sensibiliser notamment le jeune public sur les médias et sur ce que c'est qu'une information, etc. Et donc, pour ça, j'ai utilisé un jeu pédagogique qui s'appelle 36 heures à la rédac. Et donc, j'ai pu faire des interventions auprès de jeunes entre globalement 8 et 14 ans. Alors, pour résumer un peu rapidement mon stage, j'ai pu faire 14 séances d'animation dans Paris et notamment dans des quartiers, on va dire, un peu défavorisés et notamment le 18e. Donc, j'ai touché environ 150 participants. Et puis, j'ai aussi eu l'occasion d'aller me former avec Romary sur l'éducation aux médias à travers le jeu Avenir Urban. Donc, ça, c'était un peu, voilà, pour résumer ce qui s'est passé pendant le stage, même si j'ai fait d'autres choses, bien sûr. Et donc, pour revenir à ce jeu et à la démarche qui était de sensibiliser vraiment aux médias et à comment bien s'informer, etc. Donc, ce jeu, en fait, il soulève des questions et il permet d'y répondre, bien sûr, pour les enfants, qui est comment est-ce qu'on fait une information? Comment est-ce qu'on la crée? On arrive sur le terrain, on a des éléments, parce que nous, journalistes, on doit les transmettre aux personnes qui vont nous lire ou nous écouter. Et donc, comment faire le tri entre ces informations? Qu'est-ce que fait concrètement un journaliste? Et surtout, comment réussir à transmettre une information qui va être fiable. Donc voilà, ça c'est le principe du jeu. Et concrètement, comment ça se passe? En fait, c'est une partie qui dure à peu près 1 heure, 1 heure 10, où les participants, parce que là c'était des jeunes, mais on peut aussi le faire avec des adultes, euh, sont dans une situation où un enfant a disparu et donc en fait, ils vont suivre des indices, des éléments, écouter des témoins, etc. pour rassembler un faisceau de faits autour de cette disparition. Et eux, ils vont devoir donc retransmettre ces informations qu'ils ont trouvées sur le terrain dans un reportage, et c'est en moins de 36 heures, tout en faisant attention, bien sûr, à faire le tri avec les informations qui sont totalement fausses, peu fondées ou voire erronées. Donc voilà pour le principe du jeu. Dites-moi si c'est clair pour vous. Et donc, merci pour la slide. Le but aussi de mon stage, c'était de faire que ce projet de sensibilisation par le jeu aux médias, il puisse être accessible à tous les adhérents de l'association qui auraient envie d'animer
ce genre d'activité partout là où vous voulez. Moi, je l'ai fait dans des bibliothèques, dans des ludothèques, dans des centres sociaux. Euh, mais c'est vraiment un format qui peut, je pense, aller également dans des écoles. Je suis intervenue dans une école, dans des centres aérés, etc. Et donc pour ça, pour que vous ayez un peu toutes les clés en main et que vous vous sentiez prêt à animer ce jeu, j'ai essayé de travailler pour que ce soit le plus simple pour vous. Donc j'ai mis en place une trame du jeu qui vous explique vraiment le déroulé précis de comment mener cet atelier, quelles sont les règles, quoi attribuer à quel participant, etc. J'ai également rédigé deux éléments plus de conclusion qui peuvent également s'adresser à un public un peu plus âgé et qui permettent d'ouvrir le débat sur un schéma de fiabilité de l'information et un autre sur la qualité. Donc, vous pouvez voir celui sur la fiabilité sur les slides, là, par exemple, qui permet de faire la différence entre un fait, une hypothèse, une opinion, etc. Tout ça qui porte bien sûr à... Enfin, le but, c'est vraiment de créer le débat et que chacun s'exprime. Et puis aussi, et peut-être surtout, il y a un support de formation, c'est-à-dire des slides qui ont été faits pour vous permettre vraiment de bien comprendre le jeu et aussi de bien comprendre comment vous pouvez l'animer avec des propositions d'activités également annexes si vous voulez faire avec les participants. Et ce support de formation, bien sûr, je peux l'animer et vous former dès que vous le souhaitez. Je suis vraiment à votre disposition. On peut organiser des petites sessions de formation ou même vous pouvez m'appeler éventuellement voilà, si vous avez envie d'animer ça autour de chez vous dans un événement. Et notamment, bah, je suis très heureuse parce que ma démarche, en fait, elle continue. Notamment, Jean-Marie a animé une séance du jeu au Festival du Polar cette semaine, je crois, à Avignon. Et puis, je sais qu'il va y avoir une nouvelle stagiaire qui va aussi reprendre un peu le flambeau. Et il est possible qu'on anime aussi des séances de ce jeu au prochain festival du journalisme à Couture-sur-Garonne. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, interrogations. Julien, 30 secondes. Merci Anouk. Donc, je vais donner la parole à Julia de nouveau qui va nous parler d'une activité qui devient très importante au sein d'Abou des médias, qui est l'aide aux médias. Julia, à toi. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Très Oui, bien. on t'entend. Alors, on a mené avec les différentes équipes un grand nombre d'interventions au cours des derniers mois pour venir en aide aux médias qui ont pu prendre des formes différentes. Et je vais venir dans la slide d'après au cas de Mars Actu. C'était des médias aussi qui pouvaient avoir des demandes différentes. Par exemple, on a pu accompagner la revue dessinée dans une campagne de levée de fonds, donc de crowdfunding. On a aussi accompagné, alors là, ça a été moins... c'est moins bien fini d'une certaine manière, un média indépendant qui s'appelait le Ravi à Marseille. On a travaillé avec les équipes d'Esprit, on a travaillé, alors là c'est un grand succès, ça marche plutôt bien, ça s'est développé beaucoup au cours des derniers mois avec les équipes du Moment, qui est ce média indépendant qui s'est créé dans le nouveau tiers-lieu au niveau de Sancier à Paris. On a travaillé aussi du coup la revue dessinée Afrique 21. Et puis là, on est en train d'essayer d'accompagner 60 millions de consommateurs. D'ailleurs, en général, vous voyez passer ces interventions dans les différentes newsletters. Et pour 60 millions de consommateurs, je remercie ceux et celles d'entre vous qui ont pris le temps de répondre, notamment au questionnaire qu'on avait fait pour s'interroger sur le lien que vous pouviez avoir avec ce média extrêmement important avec lequel on a la chance d'échanger encore aujourd'hui à intervalles réguliers. Alors, je ne peux pas parce qu'on va essayer de tenir dans un temps court et surtout, en fait, pour garder du temps ensuite pour les questions-réponses, ce sera peut-être l'occasion de revenir sur ces différentes interventions. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Je voudrais juste m'arrêter sur celle qui a eu lieu avec Mars Actu. Si on peut passer à la diapositive suivante. Avec Mars Actu, on vous l'a dit en septembre, quand on a organisé une réunion dédiée. Avec Mars Actu, on a fait notre première prise de participation dans un média indépendant. Donc, Mars Actu, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est un média d'investigation qui est présent à Marseille, qui fait de l'investigation indépendante, notamment dans tout
dans tout le sud-est de la France. On a eu de longues discussions avec eux. Hein. Nous, une des choses qui est importante, c'est on va pas démarcher les médias. Hein. C'est une stratégie qui est volontaire. On attend que les médias se tournent vers nous. Donc, Mars Actu, on a eu beaucoup d'échanges et ils avaient envie que, voilà, qu'on puisse prendre une prise de participation dans leurs médias parce que c'est un média qui gagne de l'argent, mais c'est un média qui a vocation à s'étendre. Et pour s'étendre, l'information coûtant cher à produire, eh bien, forcément, il faut investir davantage. Donc, ils ont réouvert leur capital. C'est un média auquel on tenait beaucoup par sa structure de capital, parce que c'est des journalistes qui sont majoritaires et les salariés qui sont majoritaires de très loin, qui ont le contrôle en fait, de Mars Actu. Donc, nous, on vient en appui en fait, de cette stratégie d'un média d'information qui est avant tout, dont l'indépendance est protégée par le fait qu'il est contrôlé et possédé par ces journalistes. À côté, ils ont des petits actionnaires qui sont principalement les amis de Mars Actu et les lecteurs de Mars Actu. En plus, ils font de l'investigation, donc vraiment une info qui coûte cher et vraiment de qualité. Donc, toutes ces raisons nous ont encouragés à prendre une prise de participation. Bien sûr, qui reste une prise de participation extrêmement minoritaire, hein, mais qui s'accompagne en fait d'un engagement au sein de la gouvernance en fait de Mars Actu pour les aider à être là comme un des garants de leur indépendance et donc et de les accompagner dans leur stratégie de développement. Et ils ont de multiples projets de développement. Donc, sur tous ces points, encore une fois, on a prévu un temps de questions-réponses. Donc, on pourra y revenir si ça vous intéresse sur Esprit, sur le moment, sur Mars Actu, 60 millions. Mais c'est juste pour vous dire que les activités d'un bout des médias sont extrêmement larges, extrêmement variées. C'est pour ça aussi qu'on a quand même besoin au plus possible ou le mieux possible davantage d'adhérents, davantage de bénévoles pour nous accompagner, hein, parce que sachant que pour certaines de ces missions, ça peut être des journées entières de travail, voire des semaines entières de travail pour un petit nombre d'entre nous et on est tous bénévoles. Donc plus vous êtes nombreux à s'engager auprès de nous, plus ça nous permet de répondre à l'ensemble des demandes de ces médias, sachant que là, on vous montre les médias avec lesquels on a travaillé, ce qui sous-estime les médias qui nous ont contactés. Mais malheureusement, parce que parfois on n'est pas assez nombreux, on est obligé de faire des choix et le moins de choix on aura à faire dans le futur, le mieux pour que notre association accompagne l'indépendance des médias un peu partout en France. Merci Julia pour ces éclairages. Oui, sur une activité dont on ne parle pas souvent parce qu'il y a des aspects de confidentialité, vous pouvez le comprendre, mais qui devient importante et qui se développera, je l'espère. Oui, sur ce point, c'est ça. Ça sera peut-être les seules questions sur lesquelles on ne sera pas entièrement transparent quand vous nous les poserez, c'est qu'on signe des accords de confidentialité. Donc, on est engagé sur ce qu'on fait, sur les documents qu'on lit. Donc, voilà, je peux vous dire ce que fait le moment. Et on peut en parler pendant des heures parce que j'adore leur activité, mais on ne vous dira pas beaucoup plus sur leur gouvernance ou le détail de leur statut. On peut vous dire la prise de participation qu'on a à Mars Actu. Mais voilà, c'est quand même. On protège notre relation avec chacun de ces médias. Donc, si vous voulez tout savoir sur Esprit, ce n'est pas à nous qu'il faut demander. C'est directement aux équipes d'Esprit parce que nous, on est tenu à la confidentialité. Merci Julia de ces précisions importantes. Un point rapide, alors il y a déjà des choses qui ont été abordées notamment par Daphné sur le plaidoyer, donc je ne vais absolument pas rentrer dans le détail de tous les événements qui ont été faits. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. De plus en plus, on est sollicité pour intervenir dans des débats, dans des tables rondes de plus en plus. La prochaine fois sera probablement à la fin du mois. Il y a encore un petit point d'interrogation parce que l'organisation n'est pas bouclée aux états généraux de la presse indépendante. Donc il y a beaucoup de choses. Donc on est intervenu auprès de la Société des lecteurs et lectrices de l'Humanité, à la Fête de l'Humanité pour parler de l'humanité, à Nantes auprès d'une association d'éducation populaire. Vous remarquerez aussi qu'on devient international puisque nous sommes intervenus à la fin d'année dernière à Bruxelles, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi une visioconférence, une conférence par visio à Kansas City aux États-Unis qui était fort sympathique. Donc c'était la première conférence en anglais d'un bout des médias. On est dans plusieurs festivals à imprimer. On a séance de jeu, comme l'a mentionné
Anouk à Villeneuve-les-Avignon pendant le Festival du Polar. Donc, un des thèmes cette année était les fake news, la qualité de l'information. Donc, c'était bienvenu de faire ça. Avec des élus à Avignon, et puis à Paris, tout un tas de choses, notamment, alors la plupart du temps liées au plaidoyer, mais beaucoup de choses. J'ai fait la comptabilité, alors avec un très haut degré d'incertitude du nombre de gens qu'on a touchés. Prenez ça comme un ordre de grandeur et pas comme une valeur exacte, mais sur ce que vous avez à l'écran, on a touché entre 550 et 600 personnes, ce qui commence à représenter un nombre intéressant, et bien sûr, ça va se poursuivre sur le sujet. Mais là aussi, n'hésitez pas, hein, quand vous habitez dans des régions où il se passe des choses, on peut pas tout faire, hein, comme l'a dit Julien, on est un petit nombre on est tous bénévoles, donc c'est pas toujours facile de se déplacer à Nantes, à Avignon. Alexandra s'est déplacée à la rencontre des élus. Mais n'hésitez pas à nous signaler, et puis il peut y avoir des opportunités qu'on saisit au vol et qui permettent d'intervenir. Alors, Julia l'a mentionné, alors malheureusement pas tous les 2 mois cette année, il faut qu'on s'améliore sur la fréquence, mais effectivement, il y a des réunions avec les adhérents en visio, qui est l'occasion de dire ce qu'on fait, de vous donner la parole. On va bien évidemment continuer. C'est pas encore programmé, mais il y aura une séance en janvier et février, c'est l'année prochaine. Donc ça, c'est un lien important avec vous tous, et on compte bien continuer à le faire en 2024. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet des activités? J'ai vu passer, mais j'ai pas toujours le temps, parce que je peux partager mon écran avec pas mal de choses, donc je vais pas. Mais Jérémy, est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles il faudrait que nous répondions? Jérémy, si tu peux mettre ton micro. Non, c'est bon, tout est répondu. Tout est répondu. Oui, mais pour ceux qui n'ont pas eu les réponses. Ouais, je sais pas, fais-nous un résumé des questions peut-être qui ont été posées. Et puis, je vois une question sur le terme de liberté. Ah oui, donc il y a eu 2 questions. Donc la première question, c'est est-ce que ce sera disponible en replay? On a expliqué que oui. Et la deuxième question, c'était bonjour, où en est-on de l'initiative portée sur un jeu de société autour du thème de l'indépendance des médias? Et donc, c'est en cours, qu'il est actuellement en pause, mais qu'on est toujours intéressé pour avoir d'autres personnes qui nous rejoignent pour contribuer à son développement. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? On peut en profiter, là, je vois. Alors, il y a une nouvelle question pour quel profil de bénévole est-ce qu'on recherche? Et pour proposer ces services, est-ce qu'il faut le faire via le site internet pour nous contacter ou contacter directement des personnes? Alors, le plus simple, et je me demande si Nicolas, vous nous avez déjà pas envoyé un email auquel j'ai malheureusement pas répondu. Le plus simple, c'est de nous envoyer un email sur notre boîte contact, effectivement, soit via le site, il y a un formulaire, soit sur contact@unboutdesmedias.net. Mais le plus simple, c'est de faire comme ça. Je veux dire que j'ai pas été très bon récemment sur les gens qui m'ont contacté. Il y a plusieurs personnes auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre correctement, mais le plus simple, c'est vraiment de nous contacter via notre boîte contact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, on peut passer à la suite. 1, 2, 3. Il y avait une question sur le profil de bénévole qu'on recherche. Moi, je peux peut-être répondre pour le plaidoyer.
Vas-y, pour en vas-y. profiter pour faire un appel pour dire qu'on a besoin de gens pour la communication parce que comme vous l'avez vu, on fait pas mal d'actions avec le plaidoyer, mais on a un peu de mal à les mettre en valeur, à écrire des articles régulièrement ou des posts sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur ces actions parce qu'en fait, le fait de mener ces actions prend déjà beaucoup de temps et prend quasiment l'énergie de tous nos bénévoles. Donc, le profil de personnes qui aiment bien rédiger pour la communication extérieure, ça, nous, on est en recherche très, très active de bénévoles qui voudraient faire ça. Et pas uniquement pour le plaidoyer, d'ailleurs, d'une manière, d'une manière générale. S'il y a des graphistes, des gens comme ça, ça on cherche désespérément des gens. C'est bon, une spécialité qui n'est pas très fréquente, mais si vous avez. Bon, après, il n'y a pas de profil non plus type. Hein. Il y a beaucoup d'entre nous, c'est mon cas d'ailleurs, mais c'est le cas d'un certain nombre d'entre nous. On est devenu bénévole et puis on s'est aussi formé. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc n'hésitez pas à proposer, même si vous ne pensez pas avoir de dons particuliers. Tout le monde en a et c'est l'occasion d'apprendre et de rencontrer des gens. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous pensez que vous n'avez pas de dons particuliers. Alors, il y a une question tu peux mettre l'adresse de la boîte contact à boutdesmédias.net dans le chat. Sinon, il y a un formulaire sur le site hein, pour nous contacter. Vous allez sur le site, vous cliquez sur contact et il y a un formulaire. Ça arrive au même endroit d'ailleurs hein, que la boîte contact. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Personne ne prend la parole. Vas-y, Hassen. Oui, vas-y. Si, vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez, non? Oui, on entend. Alors, Hassen, déjà, j'arrive pas à voir le nom de la personne qui intervient, donc après, Hassen. C'est la même personne qui a posé 2 fois la même question. Je viens me présenter, Michel Austerlitz. Je disais, ça mériterait quand même d'être un peu mieux défini le terme liberté de la presse, parce qu'il est très ambigu en réalité. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez des gens qui tiennent des propos qui sont à la limite du racisme, qui vont jongler avec la loi, etc., le fait de l'empêcher de parler, finalement, c'est une atteinte à la liberté de la presse. Voilà, donc j'aimerais avoir davantage, parce que le terme liberté de la presse, vous l'avez répété, je crois, une quinzaine de fois là, dans les différentes interventions. Donc j'aimerais savoir ce que l'on entend plus précisément par ça. Alors, oui, alors il y a Delphine là, qui vous repose une question sur quel est le sens précis de votre question. Je rappelle que le racisme en France est condamné par la loi. Hein, ce n'est pas une opinion en France. Hein. Pour reprendre l'exemple que vous avez cité, on n'est pas aux États-Unis où il y a une liberté totale de parole. En France et dans la plupart des pays d'Europe, le racisme n'est pas une opinion, c'est condamné par la loi. Donc, je ne sais pas qui peut répondre. Julia, tu peux peut-être répéter ma réponse Oui, mais vous avez raison, hein. C'est pour ça que j'ai bien dit dans ma question, verbalement cette fois, j'ai bien dit des gens qui vont louvoyer avec la loi, qui vont, si vous voulez, tenir des propos dont on a bien conscience que le contenu est raciste, mais qui ne vont jamais, si vous voulez, contrevenir à la loi. C'est tout à fait possible. Il y a un certain nombre d'émissions, je parle d'émissions qui s'appellent Libre Parole ou des choses comme ça, en règle générale, et je pense aux débats qui sont tenus sur CNews. Oui, alors moi, je vais répondre un peu par rapport à ça. En gros, une des choses qui est vraiment importante pour nous, et c'est aussi un des rôles, on a eu comme membre fondateur, on est beaucoup ici à la Société des lecteurs du monde, quand on intervient pour défendre l'indépendance des médias, on n'intervient pas pour agir sur le contenu, parce qu'on pense que les actionnaires ne doivent pas agir sur le contenu, on intervient pour laisser les journalistes faire leur travail en toute indépendance. C'est ça qui est extrêmement important pour nous. Et ce qu'on va essayer de mettre en place, qu'on protège, que Daphné a présenté avec le plaidoyer, en fait, c'est des règles qui permettent de renforcer l'indépendance des journalistes
par rapport notamment aux attaques des actionnaires. Ensuite, à des questions, par exemple, dérapages verbaux de tel ou tel sur le plateau de tel ou tel média, ça ne rentre pas vraiment dans notre champ de compétences. Et ça, pour le coup, ça rentre vraiment dans le champ de compétences, soit de la justice directement, soit sur l'audiovisuel, aussi de l'ARCOM. Mais nous, voilà, c'est pas ça. Nous, quand on parle de liberté de la presse, c'est de permettre aux journalistes de faire leur travail en toute indépendance et notamment d'éviter des changements de ligne éditoriale imposés par un actionnaire contre l'avis d'une rédaction. C'est ça qu'on sait défendre, c'est pour ça qu'on se bat. Et ensuite, justement, on est une association qui est indépendante, on est une association qui n'est pas engagée politiquement, parce qu'on considère qu'il faut qu'on aide à la fois des médias de droite, neutres, du centre, de gauche, et on ne rentre pas dans le contenu, finalement, dans les choix qui sont faits. Bien sûr, on ne soutiendra jamais un média qui serait condamné pour racisme. Bon, ça, c'est un principe de base. Et aujourd'hui, ces médias-là, même dans la loi, ils n'ont plus le droit aux aides à la presse. Mais vous voyez, ce n'est pas tellement le contenu de telle ou telle émission qui va nous intéresser. Par contre, là où on interviendrait, c'est si une rédaction dans son ensemble ou même un journaliste seul vient nous voir en nous disant je me suis fait censurer ce papier pour des raisons politiques parce que ça critiquait mon actionnaire. Là, ça rentre dans notre champ à nous de compétences. Merci, merci Julien. C'était important. Alors, je vois passer une question sur l'IA. Alors, ça va très vite. Avez-vous une structure de réflexion sur l'impact du développement de l'IA? Je crois que Daphné t'a fait. Daphné, est-ce que tu as répondu? Est-ce que j'ai du mal à lire le chat sur mon écran? Non, j'ai pas répondu. J'avais répondu à une autre question, mais je peux répondre rapidement. La réponse, c'est que formellement, non, mais au sein du plaidoyer, il y a plusieurs bénévoles qui sont très intéressés par la question. Et donc, c'est en cours de création. On s'est dit que ça pourrait être intéressant, pas du tout pour développer un axe formel, officiel de l'association, mais juste entre nous, parce qu'on voit que c'est des transformations qui sont très importantes et très intéressantes à étudier de notre côté. Donc, on est en train de réfléchir à la possibilité de créer un axe au sein du plaidoyer de réflexion interne là-dessus. Voilà. Merci Daphné. Je crois qu'il y a encore une question. Est-ce que j'ai loupé une question, Jérémy? Oui, il y en avait une sur... Pour l'instant, on a répondu à tout. Après, non, c'était sur les dons. Il y avait quelque chose sur l'IA. Oui, c'est bon, on vient de répondre. C'est répondu, Laure. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup pour ces questions. Il y aura encore un temps de questions, un temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la fin ne les oubliez pas. On pourra répondre à vos questions. Donc là, on va rentrer plus dans l'assemblée générale un peu plus formelle et un peu plus administrative. Donc le premier sujet qui est une assemblée générale extraordinaire qui est sur la modification des statuts. Donc les statuts. Donc il y avait plusieurs motivations pour revoir les statuts. La première, pour ne rien vous cacher, c'était un petit peu de simplifier quelques petits détails sur des administratifs qui, pour nous simplifier un peu la vie sur l'administration. Mais il y avait un autre sujet très important, c'est que, et là, si Julia veut commenter, Julien n'hésite pas à le faire. Donc le pôle d'indépendance qui a été un acteur très important pour un bout des médias, puisqu'ils sont là depuis la fondation. Après 2 grosses années, voire 3 années, à penser que son rôle n'avait plus vraiment d'intérêt ni pour eux ni pour nous. Donc on préférait se retirer. On garde d'excellentes relations avec eux, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans les gens qui dans l'élection sur les personnalités qualifiées, il y a 2 membres du pôle d'indépendance du monde, donc on garde d'excellentes relations, mais d'un point de vue formel, ils ne feront plus partie, si on adopte les nouveaux statuts du conseil d'administration. Donc mécaniquement, ça a entraîné une redistribution du nombre de membres du conseil d'administration dans chaque
dans chaque collège, même si le mot collège n'est pas utilisé dans les statuts. Donc, on passe à 7 membres pour la Société des lecteurs du monde, 6 membres adhérents, dont on va réélire 2 personnes aujourd'hui, et 7 membres pour les personnalités qualifiées. Alors, ce qui fait un total de 20. Il y avait 19 personnes avant, on passe à 20 membres au total. Et on a rajouté l'obligation d'avoir un membre représentant les adhérents au bureau, qui n'était pas dans les statuts précédents. Donc, on va passer au résultat du vote. Il faut que je termine le vote, c'est ça? Il faut regarder si les gens ont voté. Oui, oui. 86%, puis on reste 2 minutes. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a dans le vote? Et puis tu laisses un tout petit peu, et puis après on peut le vote. Alors, Laure, qui a plus l'habitude que moi, me suggère de laisser encore quelques secondes pour ceux qui voudraient voter au dernier moment. Je ferme cet écran. D'accord, très bien, c'est gentil. Bon, je crois qu'on va passer au résultat du vote. Terminé. C'est ça. J'ai le résultat où? Ah, voilà, c'est ça. Je vais plus vite que la machine. Donc, nous avons eu 140 oui, 3 non et 8 abstentions. Donc, les oui représentent presque 93%, les non 2% et les abstentions un peu plus de 5%. Donc, la modification des statuts est adoptée. On a une question là-dessus. Alors, dans les statuts, il y a une question, c'est dans les statuts, je n'arrive pas à voir de la part de qui, de Damien, je trouve qu'il manque une formalisation des appels à candidature. Voilà, une idée d'amélioration, on la note soigneusement, Damien, ton idée. On ne change pas les statuts tous les 5 minutes, mais on garde l'idée. Alors, sujet suivant, et je vais laisser la parole à Laure. Il faut dire que du coup, les modifications des statuts s'appliquent. Voilà, oui. Alors, Laure me précise, mais Laure, tu peux prendre la parole. Pour vous situer, Laure et moi, nous sommes juste l'un à côté de l'autre et on partage même le même micro. Donc, effectivement, à partir de maintenant, les statuts s'appliquent. Et c'est important parce que ça a une conséquence sur le nombre de personnes qui sont élues, aussi bien pour les adhérents que pour les personnalités qualifiées. Donc, à partir de maintenant, les statuts s'appliquent. Voilà, les nouveaux statuts s'appliquent. Donc, Laure, je te donne la parole pour parler de sous. Voilà, rapidement pour vous présenter les comptes de l'exercice 2022. J'en profite pour vous préciser que nous avons donc avec nous Madame Aurélie Joubin, qui est notre commissaire aux comptes, à qui je passerai la parole après. Donc, rapidement, la partie la plus intéressante, évidemment, ce sont les produits. Donc, cette année, comme nous avons changé de système informatique par rapport à l'an dernier, nous sommes donc en mesure, effectivement, de faire une vraie différence et un vrai split entre les adhésions et les dons. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et donc, je vous précise surtout ce qu'il s'agit des autres, parce que ça, vous pouvez vous poser la question, même pour 500 €. Il s'agit effectivement des revenus générés par quelques opérations, participation à des réunions qui étaient payantes. Voilà. Par l'intermédiaire, vous étiez inscrit au moment notamment de l'université d'automne. Il y avait donc une manifestation qui était payante, sur une réunion publique aussi. Donc, ce sont des petites sommes, mais voilà, qui s'ajoutent à cette répartition des produits. Donc, cette année, on voit quand même que les adhésions représentent effectivement une large part donc, de nos produits et vos dons, ce qui signifie bien effectivement que sans vous, on ne peut pas faire grand-chose, sans vous les adhérents. Voilà. Donc, sur les produits, est-ce que vous avez, avant de passer à autre chose, est-ce que vous avez une question sur les produits? On va passer donc aux charges, et puis si vous avez une question,
on y reviendra. Donc, sur les charges de l'exercice. Alors, cette année, encore une fois, ça y est, l'association, donc, on vous a présenté toute la plupart de ces activités. Donc, l'association est en ordre de marche à déployer ses ailes. Elle a commencé donc vraiment à interagir de façon importante et donc beaucoup de des produits donc, sont affectés aux missions sociales. C'est ça qui est important. Donc, vous voyez sur le graphique, en 2021, les missions sociales, il n'y en avait pas. Donc, et qu'en 2022, eh bien, on commence effectivement à avoir une attribution de nos ressources financières à la réalisation de nos missions sociales. Et cette part est évidemment destinée à augmenter de plus en plus. Les frais de recherche de fonds, eh bien, c'est important pour nous parce que alors, juste un mot, hein, les frais sur les missions sociales, ce sont effectivement des locations de salles, ce sont des frais de déplacement pour aller effectivement faire des conférences dans d'autres villes. C'est ce genre d'action. Donc, les frais de recherche de fonds, c'est important pour nous parce que c'est la notoriété, une partie importante de la notoriété de l'association. Donc, sont majoritairement constitués par les frais donc, induits du marketing digital, donc, qui est fait par Acen, donc, qui est notre prestataire là-dessus, et qui donc envoie des newsletters, fait des montages vidéo, communique avec vous, communique sur les réseaux sociaux et participe vraiment de façon très importante à la notoriété de l'association. Évidemment, ça a un coût. Il y a aussi des frais liés au référencement de notre site sur les moteurs de recherche. Et puis, on a aussi une petite part des frais de notre AG, qui n'est pas qu'en frais de fonctionnement. On considère que l'AG, avec la communication qui en est faite derrière, participe aussi à la notoriété et à la recherche de fonds. Voilà. Ensuite, cette année encore, effectivement, les frais de fonctionnement sont encore une part importante de nos charges, mais vous pouvez constater que par rapport à 2021, elle a énormément réduit. Elle a réduit parce que en 2021, nous étions en phase de structuration. Or maintenant, l'association est structurée, elle a un site, les choses fonctionnent normalement. Donc nous avons donc une partie beaucoup moins importante de fonds attribués à la structuration de l'association. Et donc, les frais de fonctionnement sont essentiellement constitués par les honoraires, donc de notre expert comptable et de notre commissaire aux comptes, qui sont effectivement, c'est très important parce que ça vous garantit de la bonne utilisation des fonds que vous nous avez accordés. Donc, je passerai ensuite la parole à Aurélie. Les frais fonctionnels de la tenue de l'AG, eh bien oui, effectivement, ce n'est pas très important, mais ça fait partie effectivement des frais de fonctionnement une fois par an, d'avoir donc avec notre partenaire Agathe Magélis, d'avoir cette plateforme où vous pouvez voter de façon anticipée à donner pouvoir et puis participer à cette assemblée générale dématérialisée. Sur les frais de fonctionnement, eh bien, Anouk en a fait partie cette année, la rémunération d'une stagiaire. C'est important parce qu'on est une équipe de bénévoles, mais parfois nous avons besoin d'un petit peu d'aide extérieure. Donc, on était très heureux d'avoir effectivement une stagiaire qui peut nous apporter son aide de façon un peu continue dans le temps. Et puis, il y a une part aussi sur ces frais de fonctionnement relativement importante d'outils numériques, tout simplement, pour mettre en forme nos documents, pour communiquer, enfin tout un tas d'outils que vous connaissez probablement, des Canva, des Typeform, des Webflow, enfin tout un tas d'outils informatiques qui nous sont absolument nécessaires pour pouvoir faire fonctionner notre site, fonctionner les appels à dons, le fait de pouvoir payer sur le site, mettre en forme nos communications, pouvoir les diffuser. Voilà, c'est l'essentiel effectivement de ces frais de fonctionnement. Et on a vraiment à cœur d'essayer de réduire au maximum ces frais de fonctionnement. Évidemment, on est tous bénévoles et on essaye effectivement de pouvoir attribuer le maximum de fonds à nos missions sociales, à aller à votre rencontre un peu partout en France et même en Belgique, puisqu'on est allé à Bruxelles, et d'avoir le moins possible de charges en frais de fonctionnement.
Voilà, la slide d'après. Je précise qu'on ne m'a pas payé de billet d'avion pour aller à Kansas City. Mission sociale, mission sociale. Eh ben, les missions sociales, c'est tout ce qu'on vous a décrit, Yann, dans la première partie, le plaidoyer, tout ce qu'on a. On a une en gros, les missions sociales, l'université d'automne. C'est principalement, on pourrait appeler ça projet, quoi. Voilà, ce qu'on a appelé projet dans la première partie. Sachant que dans les frais de recherche de fonds, il y en a aussi une part qui sont la conséquence des projets. Donc, mission sociale, vous pouvez, c'est le financement de toutes les actions dont on a parlé en toute première partie, par exemple. On va dire que c'est une nomination un petit peu comptable. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Ensuite, donc, ce qui est très important aussi, c'est voir cette année, c'est qu'effectivement, on ne peut pas fonctionner sans vous, les adhérents et les bénévoles. Et donc, cette année, vous avez été très nombreux à nous rejoindre et du coup, l'association a effectivement pu mener à bien un certain nombre d'activités et de missions sociales, comme on les appelle. Et donc, vous voyez que le nombre d'heures qui était de 369 en 2021 est passé à 780, donc a plus que doublé cette année. Et vous avez la répartition des heures de nos bénévoles sur les différents projets. Donc, le plaidoyer était évidemment le projet le plus important cette année. Et donc, c'est celui qui a consommé le plus d'heures de nos bénévoles. Et vous avez la répartition, effectivement, qui s'affiche là. Et c'est ça qui est très important, c'est de savoir que vous êtes nombreux à nous rejoindre, nombreux à nous aider, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire grand-chose sans vous. Je cherche l'expertise. Alors, il y a encore quelqu'un, oui, toujours Yann, qui nous demande l'expertise comptable et de mémoire. Non, alors, les frais, les honoraires. Donc, j'ai une question sur les honoraires. Juste une précision, cette année, on n'a pas eu d'investissement. En 2021, on avait eu tout un investissement sur le développement du site. Cette année, on n'a pas d'investissement. Par contre, on a encore, si vous avez regardé les comptes, l'amortissement, effectivement, de ce site. En ce qui concerne les honoraires, donc, on a donc deux parties importantes des honoraires. Donc, on a dit l'expert comptable, qui est effectivement aux alentours de… ça n'a pas augmenté par rapport à l'an dernier. Il devait être avec nous, mais il ne l'est pas. Il est à, je crois, 2800 et quelques. Et par contre, le commissaire aux comptes, effectivement, le coût du commissariat aux comptes, c'est bien 6 000 €. C'est ça. Il dit qu'il est moins… Voilà, c'est ça. Non, je connais qu'ils font des plaquettes conseil. Oui, mais bon, voilà. C'est le choix qu'on a fait. On est très content de notre commissaire aux comptes. Voilà, de notre commissaire aux comptes qui non seulement vérifie nos comptes, mais nous accompagne, notamment entre cette année un petit peu charnière 2021 et 2022, nous a aidé. Aurélie nous a beaucoup apporté, nous a beaucoup aidé dans la structuration comptable de l'association. Et c'est important de pouvoir vous présenter des comptes qui sont faits dans les normes, qui sont donc validés, qui peuvent vous être présentés. Et donc là-dessus, on n'avait pas cette expertise. Et donc Aurélie nous a accompagnés et nous a aidés à pouvoir assurer effectivement ce sérieux et cette transparence. Aurélie, est-ce que si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez éventuellement remettre votre micro et juste nous dire 2 minutes, voilà, votre appréciation des comptes de l'année? Bien sûr, Laure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Aurélie Joubin, je suis associée au sein du cabinet Mazars. Et chez Mazars, moi, je n'interviens qu'auprès du secteur associatif. Donc, je fais à la fois du conseil et de l'audit pour les associations, les fondations, les fonds de dotation et les organisations professionnelles. Oui, cette année, comme le disait Laure, ce qu'on a souhaité faire au niveau des comptes de votre association, c'est se mettre pleinement dans la réglementation comptable qui régit le secteur associatif. Donc, le sujet de la distinction entre les cotisations et les dons, c'était très important de pouvoir le faire, de bien travailler aussi les états que vous a présentés Laure sur les missions sociales, les frais de recherche de fonds et les frais de fonctionnement, qui sont la traduction de l'utilisation de la générosité du public, donc des dons que vous percevez.
Voilà, vous avez aujourd'hui, vous avez eu à un moment donné un grand élan de générosité et il faut pouvoir rendre compte auprès de ces donateurs de l'utilisation des fonds et donc c'est ce qu'on veille à faire. Et cette année, la chose importante qui a été faite aussi, c'était la valorisation des heures de bénévolat. J'espère que l'année prochaine, on pourra également travailler sur toutes les mises à disposition gratuites que vous pourrez avoir. Toutes ces choses qui n'entrent pas dans les comptes sont tout aussi importantes que les éléments qui sont dans les comptes, puisqu'ils traduisent la dynamique de votre association. On pourrait se dire en regardant les comptes de l'association, c'est une toute petite association, etc. Oui, peut-être, mais elle est forte de ses bénévoles et donc il faut valoriser le travail qui est fait tout autour de l'association. Et c'est voilà, le travail qu'on a engagé cette année et qui permet d'indiquer dans les comptes très clairement au pied du compte de résultats et dans l'annexe toutes ces valorisations qui sont faites. Et donc, à partir de ces éléments-là, moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est vous lire nos deux rapports, que sont d'abord le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, puis ensuite le rapport sur les conventions réglementées. Je rappelle, les conventions réglementées, ce seraient des conventions qui interviendraient entre l'association et un administrateur ou indirectement via une entreprise d'un administrateur. Et donc, l'idée là, c'est toujours dans cette idée de transparence, s'il y en avait, de les indiquer aux membres de l'Assemblée générale. Donc, concernant la partie sur les comptes annuels, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Un bout des médias relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints à notre rapport et tels qu'ils viennent de vous être présentés. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers, sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Notre rapport ne fait pas plus de mention que cela. On rappelle que nos justifications d'appréciation ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes. Et on vous indique également dans le paragraphe vérification spécifique que nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance avec les comptes annuels des informations qui vous ont été données dans le rapport financier et dans les présentations, dans tous les éléments qui ont été envoyés aux membres. Concernant la partie sur les conventions réglementées, on vous indique dans notre rapport qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale. Voilà, moi j'en ai terminé et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, merci Aurélie. Oui, il y a une question effectivement. C'est Romary, tu… Oui, alors la question porte sur la comptabilité des heures de bénévoles et en particulier pour celles aux aides aux médias. Alors, sur 2022, l'activité d'aide aux médias a été très faible, donc il n'apparaît aucune heure, peut-être dans les divers, je ne me rappelle plus, mais il y avait en tout cas très peu d'heures sur 2022. En revanche, sur 2023, vous verrez apparaître cette catégorie-là. Donc là, en fait, on demande aux bénévoles de déclarer les heures qu'ils ont fait sur tel ou tel projet. Avec l'OR, on fait une petite normalisation pour essayer de rendre cohérents les déclarations. Mais on n'y touche pas beaucoup en fait. Hein, et donc c'est du déclaratif. Et à partir de là, on fait le dispatch par projet, c'est ce qui n'est pas très compliqué à faire. Chacun déclare sur les projets sur lesquels il a participé, par exemple sur le plaidoyer, sur l'université d'automne, les heures qu'il a passées. Et après, nous, on fait un cumul et puis on fait une affectation par projet pour pouvoir détailler. C'est quand même intéressant de voir, et ce n'est pas une surprise, que le plaidoyer a accumulé le plus d'heures. L'université d'automne juste derrière. Bon, ça, c'est pas très surprenant, mais ça permet un peu de voir l'importance du temps passé sur les différents projets pour les valoriser aussi de la même manière que ça vient d'être expliqué. Si je peux rajouter une précision, et corrigez-moi si je me trompe, mais c'est important pour comprendre pour 2022 aussi l'absence d'aide aux médias, c'est les heures de bénévoles hors administrateur. Voilà, oui. J'allais le préciser. Tout le travail fait par le conseil d'administration n'est pas compté dans les heures de bénévolat.
les heures des bénévoles ne sont que des heures qui sont affectées à des projets. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2022, il y a eu des projets d'aide aux médias, mais qui ont été portés par exemple, tel ou tel membre du conseil d'administration, Romary, moi, d'autres, et du coup qu'on n'a pas comptabilisé parce que nous, on ne reporte pas en fait nos heures de bénévolat. Donc ça gonflerait un peu encore le nombre d'heures si jamais c'était le cas. Voilà, tout à fait. Précision Important. importante, très importante. Hassen, si tu es toujours là, tout à l'heure je t'ai coupé la parole, mais si tu veux parler des dons, je pense que c'est un assez bon moment en fait pour en parler. Est-ce que tu es là, Hassen? Bon, Hassen n'a pas l'air d'être là. Bon, il va revenir. Il reviendra, on lui donnera la parole. On lui donnera la parole, on va passer au vote. Voilà. Donc on va passer au vote. Donc l'approbation des comptes. Donc, je vais terminer le vote. Voilà. Le temps que le résultat arrive. Donc, le résultat, 143 votes pour l'approbation, donc ce qui représente 94%, 2 votes contre, 1,3%, et 7 abstentions, 4,6%. Le vote suivant concerne l'affectation du résultat. Le temps que ça se fasse. Donc l'affectation du résultat, 138 votes pour, ce qui représente 91,4%, un non, un peu moins 0,7% et 12 abstentions, 8%. J'arrondis, hein, mais voilà le truc. Donc les votes sont approuvés et le résultat affecté à l'année suivante. Le rapport des commissaires aux comptes. Alors, 140 oui, soit 92%, un non, 0,6%, et 11 abstentions, 7,11%, donc des résultats à peu près similaires au vote précédent. Avant de passer aux élections, Hassen peut prendre la parole. Alors, Hassen, vas-y. Oui, la parole, profite-en. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Ah, cool. Ok. Salut à tous. Je prends la parole sur les dons puisque, en tant que prestataire de l'association, je m'occupe beaucoup de vous envoyer des newsletters et de suivre ce qui se passe sur le site, d'administrer tous les outils qui nous permettent de collecter les dons, les adhésions, etc. Et du coup, je voulais attirer votre attention. Déjà, remercier tous ceux qui ont réadhéré à l'occasion de cet AG et vous informer un peu en avant-première sur le fait qu'il y aura, comme l'année dernière, un appel aux dons pour la fin de l'année de cette année, donc jusqu'à fin décembre. Je pense qu'on va la prolonger un peu jusqu'à début janvier pour collecter aussi les retardataires. L'idée, c'est que vous puissiez profiter sur l'année 2023 des réductions fiscales qui sont associées aux dons, puisque l'association peut vous faire bénéficier à l'agrément. Alors, je ne sais plus le nom exact, vous le verrez sur les formulaires de dons. Et donc, aussi, vous rappelez qu'il y a la possibilité pour vous de souscrire à des dons récurrents, ce qui permet à l'association d'avoir un peu plus de visibilité sur les rentrées d'argent. Alors, c'est super facile, hein, si vous allez sur ubdm.org, unboutdesmedias.org, sur la page données, dans le formulaire de don, vous avez la possibilité de souscrire à un don mensuel du montant de votre choix. Et ça nous aide beaucoup. Si vous avez la possibilité de faire un gros don aussi ponctuel, faites-le aussi, parce que comme vous l'avez vu dans les comptes, même s'il y a eu cette grosse levée de fonds au début de l'association, de la création de l'association, et que les comptes sont sains grâce à cette rentrée d'argent initiale, on a quand même pour objectif d'équilibrer année après année le plus possible le budget, et on a besoin de vos dons pour combler un peu les dépenses de l'association qui servent, comme vous l'avez vu avec cette présentation, et de chaque année de mieux en mieux. Et vous allez voir, je pense, l'année prochaine, l'AG 2023, les projets qui ont été faits cette année, etc. Et je pense que vous avez vu aussi dans les newsletters de cette année.
Il y a plein de choses qui sont faites grâce à vos dons. Et donc, voilà, je vous encourage à donner, à adhérer, à participer au projet. Mais ça, les autres gens l'ont dit, mais surtout, voilà, prenez conscience du fait que c'est important vos contributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hassen, pour ces précisions. Oui, les dons sont très importants. Aujourd'hui, avec vos adhésions, c'est notre seule ressource. Donc, nous avons fait les 3 votes qui étaient se rapporter au compte. Donc, nous allons passer aux élections. Je vais très rapidement. Alors, je crois que j'ai un slide, si la mémoire est bonne. Oui, j'ai des slides. Donc, pour les élections, pour les représentants des adhérents, donc, nous avons 3 candidats pour 2 places, je le rappelle. Donc, en très résumé, donc, Alexandra Colino, qui est journaliste, qui travaille notamment à la télévision, donc qui a une expérience de presse en général et qui enseigne à l'école de journalisme de Sciences Po. C'est quelqu'un qu'on connaît, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais elle a été par exemple à Avignon à la rencontre, dans le cadre du plaidoyer, à la rencontre des élus de la culture, d'une journée de travail des élus de la culture, qui est déjà engagé en tant que bénévole. Romane, qui est également engagé en termes de bénévole, qui travaille dans l'administration publique, dans le monde universitaire, et qui nous aide beaucoup actuellement sur le dossier qu'a évoqué Julia, sur le 60 millions de consommateurs, sur lequel il y a pas mal de travail en cours. Jean-Maxence Granier, que l'on connaît aussi pour différentes raisons. Jean-Maxence travaille en tant que consultant, mais aussi est engagé auprès de la revue Esprit, revue ancienne et prestigieuse qu'il en est, et qui nous avait questionné Jean-Maxence nous avait questionné sur des questions d'indépendance pour le journal, pour la revue Esprit. Donc, je vous propose de passer au résultat du vote des adhérents. Alors, je vais juste un tout petit peu terminer le vote. Terminé. Pourquoi j'ai 3 fois? Donc, j'ouvre les résultats des 3 votes, puisqu'il y avait 3 votes différents. Alors, donc, sont élus Alexandra Colino avec 124 voix, 48%, Romane Paris avec 102 voix et Jean-Maxence Granier a obtenu 31 voix. Voilà, donc sont élus au conseil d'administration comme représentants des adhérents Alexandra Colino et Romane Paris. Alors, nous allons passer au vote des personnalités. Donc, 4 personnalités, donc deux personnes dont les 2 premiers, vous les avez déjà entendus tout à l'heure. Daphné Ronfard, qui est très engagée dans le plaidoyer, et Loïc, qui est bénévole depuis le quasiment début de Un bout des médias. Daphné, Loïc et Jérémy d'ailleurs qui s'occupe du chat ont partagé une aventure commune au début de donc avec Sauvant Sciences et Vie, qui avait été notre premier engagement auprès d'Un bout des médias, et voilà, on garde tous un souvenir important du sujet. Vincent Nouvet, qui était déjà au conseil d'administration, qui est journaliste au Monde,
qui est dans le pôle d'indépendance du monde et qui est aujourd'hui, jusqu'à maintenant, mais peut-être pour la suite, vice-président de l'association. Et Jean-Christophe Leroy, qui est là depuis le tout début d'À bout des médias, qui est au conseil d'administration depuis le tout début. Il a été secrétaire général pendant un bon bout de temps et a beaucoup œuvré pour les premiers documents. Et Dieu sait si c'est pas toujours le travail le plus drôle à faire. Donc, un travail important qui ont été faits. Donc, les résultats. Alors, il faut que je termine les votes. Alors, il y a un petit problème parce que je ne vois pas les noms des gens, mais ce que je peux vous dire, c'est que les 4 personnes ont été élues. Alors, je suis désolé, mais on vous le précisera plus tard, mais le premier vote, c'est Daphné. Donc, on me dit 136 voix pour. C'est dans l'ordre de… D'accord, c'est dans l'ordre. C'est l'ordre de l'écran. Daphné, 138 voix pour, 2 contre, 13 abstentions. Personnalité donc Loïc, 127 pour, sinon 18 abstentions. Alors là, je ne sais pas si c'est Vincent. C'est Vincent, 127, 4 et 20. 127 pour, 4 non et 20 abstentions. Et Jean-Christophe, 124 pour, 4 non et 23 abstentions. Donc bienvenue à tous. Pour certains d'entre vous, vous étiez déjà au CA, mais bienvenue aux 6 membres qui sont élus au CA et qui œuvreront avec le CA à partir de maintenant. Alors, le vote suivant concerne la cotisation. Si ma mémoire est bonne, oui, voilà. Donc la cotisation, là aussi, nous avons souhaité simplifier les choses. Il y avait 2 cotisations, une cotisation sympathisant et une cotisation membre actif. Donc, nous n'avons plus qu'une cotisation. Nous la proposons à 15 €, mais avec la possibilité pour les étudiants, chômeurs, personnes qui sont au RSA, etc., de ne payer €. Donc, le vote sur donc les cotisations. Donc, le résultat du vote, je termine le vote. Alors, le résultat, 140 voix pour, soit 92%, un non, 0,7% et 11 abstentions, 7%. Donc, la nouvelle cotisation, le nouveau système de cotisation est adopté donc à partir de maintenant. Alors, le dernier vote qui est alors pour le coup très formel, mais qui donne pouvoir à l'Assemblée générale pour accomplir toutes les formalités qui découlent de cette Assemblée générale. Sinon, il faut y aller tous ensemble. Sinon, oui, on vous invite tous à venir au greffe avec nous. Donc, 145 voix pour, 0 non et 7 abstentions. Donc nous mènerons toutes les actions qui ont trait à cette Assemblée générale, à la suite de cette Assemblée générale en votre nom. Alors, écoutez, l'Assemblée générale a été un peu plus vite que prévu, mais du coup, on a beaucoup de temps pour répondre. Donc, merci à Daniel qui félicite les élus. Via le chat. Jérémy, j'ai pas eu le temps de regarder le chat, donc dis-moi s'il y a des questions. Si, peut-être, j'ai Gilles qui m'a renvoyé après une question, enfin une remarque en perso, disant que par rapport à
tout ce qui était gestion du site faire appel à un commissaire aux comptes, que du coup, ça avait quand même un coût important par rapport au budget. Et donc, je pense que c'est derrière comment est-ce que on peut utiliser en fait l'argent autrement, etc. Mais en fait, c'est ce qui se passe déjà. Et il ne faut pas oublier que toutes les actions qu'on mène, en fait, il faut des bénévoles derrière. Et c'est-à-dire qu'on aimerait mettre beaucoup plus d'argent sur nos différentes actions, faire encore plus d'événements qu'on le fait aujourd'hui. Mais pour cela, il faut quand même des personnes qui se déplacent, des gens qui puissent s'investir et puissent investir du temps. Donc, c'est pas évident de gérer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a peut-être des distorsions entre les différents budgets qui sont montrés. Oui, et puis, bon, c'est vrai que ça coûte cher d'avoir un commissaire aux comptes, c'est vrai que ça coûte cher d'avoir une entreprise qui fait un certain nombre de choses sur le site de manière très professionnelle. C'est ça, c'est professionnel. Mais voilà, mais c'est professionnel. Je pense qu'il est important d'avoir une bonne qualité. Le site est notre vitrine. C'est aussi grâce à ce site que des gens adhèrent et nous feront des dons. Donc, il y a aussi un retour sur investissement. Le commissaire aux comptes, nous sommes comptables et c'est bien normal de vos dons et de vos adhésions, c'est tout à fait normal. Le commissaire aux comptes, il est là aussi pour vous représenter, enfin, elle est là en l'occurrence pour vous représenter et pour garantir que nous gérons de manière saine l'association et que vos dons et adhésions sont bien utilisés. Donc oui, ça coûte cher, mais c'est aussi l'objectif de professionnalisme et de sérieux d'avoir des prestations de ce genre-là. Et nous estimons que c'est important et je pense que le travail que fait Assen via le site, via les newsletters, via tous les emails que vous recevez, les idées qu'il nous fournit, les graphismes, etc., c'est extrêmement important et il y a un retour, il y a très clairement un retour de son travail sur les dons. Donc oui, ça coûte cher, mais d'un autre côté, c'est aussi professionnel et c'est important. On est encore une jeune association. Alors c'est vrai que voilà, ce sont des coûts qui sont encore importants par rapport effectivement aux adhésions, aux dons, parce qu'on est encore voilà, une association qui a à peine 3 ans. Mais je pense que c'est vraiment un gage de sérieux de ce que nous faisons et que plus l'association va se développer, plus ses coûts seront marginaux par rapport effectivement à ce qu'on pourra obtenir effectivement comme produit. Mais c'est important dès le départ de partir sur des bases ultra saines et d'avoir, notamment sur l'argent que vous nous donnez, de pouvoir vous en rendre compte de façon hyper claire, hyper précise, d'avoir dès le départ un site qui fonctionne, qui est opérationnel, qui nous permet effectivement de récolter vos dons sans que ça s'évapore dans la nature. Voilà, il faut partir. On est là pour rester longtemps et donc il faut qu'on ait des bases solides et fiables dès le départ. Et l'association va continuer à se développer et on va recruter de plus en plus d'adhérents et ces coûts seront, j'espère, au fil du temps, plus marginaux qu'ils ne le sont pour l'instant, mais on est encore jeune. En fait, si je peux compléter, puisque c'est en partie les honoraires qui sont payés pour les actions que je fais pour l'asso, en fait, toutes les actions des prestations ne sont pas fléchées vers l'objectif final de l'association n'est pas de lever de l'argent. Sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait. Il y a des choses beaucoup plus rentables pour obtenir de l'argent. L'idée, c'est aussi de soutenir les projets, en fait. Et donc, quand on fait des newsletters, quand on fait des projets, quand on communique sur les choses, quand on s'assure que les choses fonctionnent aussi, on rend un service à l'association, aux bénévoles et aux adhérents, et surtout aux gens qui mènent les projets. Typiquement, je prends un exemple, quand on va travailler sur la charte graphique des présentations ou des dossiers, et ben, ça va pouvoir être réutilisé par l'équipe plaidoyer quand elle va faire un dossier pour une réunion avec des parlementaires, etc. Et il y a plein de petits exemples comme ça qui, cumulés, font plusieurs heures, voire plusieurs jours de travail par mois, et on arrive à des montants quand on travaille avec un professionnel qui sont de cet ordre de grandeur.
Donc voilà pour préciser. Et si je me permets de rebondir sur la question de Sarah, puisqu'on avait mis en place une des dépenses qui a été faite cette année par l'asso, c'était de justement permettre de migrer vers un système qui permet de différencier les dons et les cotisations. Donc avant, on avait un système un peu maison qui a été mis en place au moment de la levée de fonds initiale, parce qu'il y avait vraiment des sources de dons qui étaient hétérogènes et des adhésions hétérogènes. C'était un peu fouillis au début, là, les rentrées d'argent pour les qualifier en tant que dons et cotisations. Avec l'aide des commissaires aux comptes et les directives qui nous ont été données, on a pu spécifier un nouveau système. On a du coup migré toutes nos données sans aucune perte d'information, parce qu'il y avait quand même des milliers de lignes de dons avec des adresses et des noms, etc., qu'il fallait pas perdre et pas éviter des doublons, etc. Donc ce gros projet, on l'a mené cette année pour passer sur quelque chose qui est plus standard dans le secteur des associations, qui est sur Hello Asso. Et sur Hello Asso, vous avez des formulaires d'adhésion et des formulaires de dons. Donc ces choses-là sont tout à fait séparés. Par contre, quand vous faites une adhésion, vous pouvez ajouter un don. Et dans le système, dans le back-office qu'on a également installé à l'occasion de cette migration, les administrateurs de l'association peuvent voir distinguer les lignes qui concernent les dons, les lignes qui concernent les adhésions. Et c'est grâce d'ailleurs à ce système qu'on a pu administrer toute la campagne de réadhésion de laquelle vous avez été destinataire cette année pour vos renouvellements d'adhésion. On vous a expliqué quand est-ce que votre adhésion avait expiré, etc. Des choses qui étaient beaucoup plus difficiles à faire l'année dernière, par exemple. Donc là, pareil, les travaux que je mène pour l'association ont aussi pour objectif de simplifier les procédures et de permettre d'autonomiser de plus en plus les bénévoles pour que sur certaines tâches à faible valeur ajoutée, comme juste mettre en forme des listes d'adhérents, ils puissent être autonomes et du coup garder du budget pour que je puisse intervenir par exemple sur des projets à plus forte valeur ajoutée, notamment sur des projets de plaidoyer ou sur des événements, etc. Voilà, j'espère que tout ça a été très clair. Merci Yassine. Merci, c'est parfait. Effectivement très clair ta réponse. Vous avez la réponse venant de l'intérieur. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le chat, mais encore une fois, ma fenêtre de chat étant très petite, j'ai du mal à voir. Jérémy. Il y avait la question sur le nombre d'adhérents, mais j'ai répondu. Maintenant, si tu veux dire, voilà. Oui, ta réponse était la bonne. Très franchement, j'ai pas fait le compte précis juste avant l'AG, mais ça tourne autour de 260 actuellement. Voilà. On excusera les 1 ou 2 adhérents que tu n'as pas compté. Oui, enfin, c'est l'ordre de grandeur, mais l'ordre de grandeur assez précis quand même, c'est 260. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Message. Beaucoup de félicitations pour les membres qui ont été élus et pour l'organisation de l'AG et des différents projets qu'on a eus tout au long de l'année. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et nous, on vous remercie pour votre soutien et votre engagement à nos côtés. Parce que c'est super important. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, mais le chat est encore ouvert, je vais donner la parole à Julia pour conclure. Julia, s'il te plaît. Julia, si tu es là, est-ce que tu peux mettre ton micro? Oui, je suis là. Mais je réactive quand même aussi ma vidéo parce que je trouve que c'est quand même plus sympa de tous se voir. D'abord, je vais conclure par des remerciements. Alors, des remerciements, à l'ensemble de nos adhérents, des remerciements à l'ensemble de nos bénévoles, de ceux qui nous accompagnent en fait tout au long de l'année, parce que sans eux, il n'y aurait pas de vie de l'association. On ne pourrait pas faire tout le travail qu'on fait. Je vois que Daphné est en train d'écrire dans le chat. Je ne vois pas tout le message, mais j'imagine qu'elle écrit pour appeler de nouveaux adhérents et bénévoles à nous rejoindre pour l'ensemble de nos actions. On n'a pas entièrement répondu tout à l'heure sur le profil. Il y avait la communication, mais on a des besoins juridiques, on a des besoins économiques. Donc, en fait, on mène un grand nombre d'actions différentes. Donc, plus on aura de besoins variés, finalement, mieux ça sera pour nous. Hein. Donc, qu'importe finalement d'où vous venez, quelles sont vos compétences, on vous assure qu'on saura bien les exploiter. Merci aussi à tous nos adhérents pour leur contribution financière, leurs dons.
qui nous sont complètement indispensables. Et de ce point de vue-là, voilà, n'hésitez pas non plus à transférer l'appel aux dons. Il faut faire des dons à partir de 5 euros, les adhésions à partir de 15, ou en fait, Romain Hervé de rappeler les adhésions véritablement à partir de 10 euros. Et c'est un petit geste qui pour nous est extrêmement important. Merci à toutes les équipes actives. Je vais déjà remercier Romary, Laure, Assène, que vous avez entendu, Daphné, Loïc, Jérémy et tous les autres qui permettent aussi à l'association de vivre. Merci, ça me paraît extrêmement important, à tous les médias qui nous font confiance. On essaie au maximum de répondre à toutes les demandes. Je te le disais tout à l'heure, parce qu'on n'est pas encore tout à fait assez nombreux, on ne peut pas toujours dire oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment important pour nous, en fait, de pouvoir accompagner des médias. C'est notre raison d'être. Alors, on préférerait qu'il n'y ait aucun média qui ait de problèmes d'indépendance dans ce pays, que tout aille bien du point de vue indépendance, du point de vue finance, du point de vue gouvernance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'à chaque fois que les médias se tournent vers nous et nous témoignent de leur confiance, ça montre aussi notre utilité. L'environnement, il est extrêmement riche aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle. Loïc le rappelait avec la nouvelle association qui est en train de se créer, mais il y a eu après le JDD, article 34, informer n'est pas un délit. Daphné a rappelé la tenue des États généraux de la presse indépendante le 30 novembre. Si vous regardez l'ensemble des associations participantes, c'est extrêmement important. Nous, on a notre valeur ajoutée là-dedans, qui est vraiment les apports techniques que j'ai envie de dire qu'on peut apporter d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, d'un point de vue de gouvernance, et puis aussi parfois les soutiens financiers, comme on a pu le voir avec Mars Actu. Donc, s'il y a des journalistes ou des médias, il ne faut vraiment pas hésiter à se tourner vers nous, et nos actions, elles sont plus ou moins visibles, plus ou moins discrètes en fonction des différentes demandes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous écrire. L'indépendance des médias, elle ne va pas beaucoup mieux depuis qu'on a été créé. Alors, ce n'est pas de notre faute quand même. On contribue à ce que ça aille un peu mieux. Mais je pense que notre action, elle reste extrêmement importante. J'ai envie de dire plus importante que jamais. Malheureusement, donc on souhaite une longue vie à un bout des médias. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cet AG. Je me joins aux remerciements qui ont été déjà exprimés aux félicitations pour les nouveaux membres de notre conseil d'administration, dont on a besoin de toute l'énergie. On est là, on est à disposition. Je ne sais pas si on fera une conférence d'ici la fin de cette année, mais c'est sûr qu'on refera une conférence en ligne pour répondre à toutes vos questions au plus tard en janvier ou en février prochain. D'ici là, on a pas mal de travail et d'actions à mener, et on va continuer à le faire. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des dernières questions, si on arrête ici. Je pense que d'un point de vue purement administratif et formel, on a tout fini aussi. Ouais, Bertrand ? Allez-y, Bertrand. On ne vous entend pas, Bertrand, je ne sais pas. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est notre micro parce qu'il fait des Y, donc. Non, mais on entendait bien Julia, donc il n'y a pas de raison. Monsieur Loiseau, Bertrand, allez-y. Ah, j'ai mis le micro, mais ça ne marche pas. Et non, je ne vous entends pas. Si vous voulez mettre votre message par écrit, on le lit dans ce cas-là. Est-ce que son micro est bien activé? Ouais. Ouais, le micro, ouais. Bertrand, je suis désolé. Vous voulez vous joindre aux remerciements. Écoutez, c'est gentil. C'est gentil de vous joindre aux remerciements. Pour 60 millions de consommateurs. Voilà, merci Bertrand. Oui, on a encore un peu de travail sur le sujet. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci de votre participation et de vos questions. Et à très bientôt. Comme l'a dit Julia, on organisera. Alors, je ne pense pas qu'on l'organisera à la fin de l'année, mais en tout cas, en tout début d'année prochaine, une nouvelle réunion par visio avec tous les adhérents. Donc, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bon week-end. Merci, c'était une super AG. Merci.